C'est juste derrière cette porte que ça va se passer. Normalement, si je fais toc toc toc, après il y a Sésame ouvre-toi et vous allez découvrir de qui il s'agit. On y va? C'est parti. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Ça va bien. Nathalie, de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravi que tu aies accepté de faire cette interview. Moi aussi. Et alors, pour pas vous mentir, hein, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement en vrai. Comme je le disais dans la vidéo précédente, Nathalie m'a accompagné quand j'étais prof pour devenir entrepreneur. Il y a une transition qui est pas facile, on en discutait tout à l'heure parce qu'on a pris le temps de déjeuner ensemble avant de se retrouver ici sur la notion de mindset, d'état d'esprit. Et c'est incroyable le nombre de parallèles qu'on a réussi à faire entre le développement de l'intelligence financière et le développement de l'intelligence émotionnelle. C'est fou le nombre de points communs qu'il y a. Et donc, on a eu envie de faire cette vidéo axée sur ces parallèles qu'il y a entre l'amour et l'argent finalement. Voilà. Et déjà, effectivement, moi, ce que je dis très souvent, c'est que mon approche de l'argent, certes, il y a le côté développement matériel. S'intéresser à l'argent, ça permet d'en avoir plus. Un truc qui marche assez bien. Mais il y a aussi derrière l'argent un outil de développement affectif, psychologique et spirituel. Et effectivement, du coup, ça permet de trouver des ponts avec tout ce qui va être intelligence affective, puisque contrairement à ce que certains peuvent penser, l'argent, c'est pas que de l'argent, c'est plein d'autres choses. Alors, moi je te connais depuis très longtemps, les gens qui me suivent te connaissent pas forcément, donc je vais te proposer de te présenter en quelques mots. Mais avant ça, il y a quelque chose qui moi, me tient à cœur. Est-ce que tu pourrais, juste avant de te présenter, développer cette pensée que je suis persuadé que vous avez ce présupposé qui est que l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc moi, on va dire que je suis un guide pour être dans du mieux-être et pour atteindre le bonheur. Et en quoi est-ce que c'est utile d'avoir sur cette chaîne YouTube la présence de Nathalie, qui est coach en intelligence financière? C'est quoi le rapport, quoi? Enfin, c'est vrai. Voilà. Alors déjà, j'espère que les personnes qui vont nous regarder vont changer d'avis, ou en tout cas, grâce à moi, grâce à nous, grâce à notre conversation, pouvoir se réconcilier un petit peu avec l'argent. Il y a plein de manières de parler d'argent, il y a plein de manières de considérer l'argent, de faire avec. Moi, je tiens vraiment à ce que l'argent qu'on gagne, ou qu'on a, ou dont on va hériter d'ailleurs, parce que pourquoi pas, ait du sens. Donc moi, je connecte beaucoup, effectivement, l'argent qui est un outil. Tu parlais de bonheur, quelque part, c'est un outil de bonheur aussi. Alors comme c'est un outil, c'est pas lui qui fait. Hein, c'est pas la pelle qui fait le trou. Oui. C'est la personne qui tient la pelle qui fait le trou. Donc on peut tout à fait, avec une pelle, faire un joli trou, mettre un arbre et faire quelque chose de très sympa. Comme on peut faire un trou pour faire tomber quelqu'un dedans, et auquel cas c'est pas très sympa. Finalement, l'outil le plus approprié qui ressemblerait plus à l'argent, parce que ça permet de faire des tas de choses, ce serait peut-être plutôt le couteau suisse. C'est le couteau suisse, mais voilà, moi l'image de la pelle me va bien aussi. Des fois je dis c'est un peu comme de l'électricité, c'est-à-dire que c'est une énergie qui circule. On a le droit, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on a le droit de piocher dans cette énergie qui circule, on a le droit de l'utiliser. Ne pas vouloir l'utiliser, peut-être que c'est pas une très bonne idée. Alors je sais pourquoi on ne le fait pas, parce qu'on a des mauvaises idées dans la tête par rapport à l'argent. Mais en réalité, c'est vraiment un outil comme n'importe quel autre outil qui permet d'avoir une vie plutôt sympathique, qui permet, alors déjà ça c'est l'avoir, parce qu'effectivement on a tous envie d'avoir des trucs sympas dans notre vie, pouvoir voyager là où on a envie de voyager, si les voyages nous intéressent. Pour certains, c'est avoir une belle maison, pour d'autres, c'est d'avoir une belle voiture, pour certains, c'est faire des voyages, pour d'autres, c'est pouvoir se payer, je pense, ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment l'avoir. Et je trouve que on a aussi le droit à avoir du confort, à avoir du plaisir, à avoir du bonheur et de la facilité dans la vie. Donc ça, c'est vraiment une chose. Mais l'argent, c'est aussi beaucoup de faire. C'est-à-dire que quand on a de l'argent, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de faire des choses avec ses enfants, ça permet de faire des choses en couple, ça permet de faire des choses professionnellement. Si on reste sur le domaine professionnel, on va avoir, on parlait d'entrepreneur, ça permet d'avoir quelqu'un qui va nous faire un beau site internet, tout simplement, donc de pouvoir parler un petit peu plus, de pouvoir se faire connaître un peu plus, de faire passer son message plus. Tout ça, c'est du faire.
Mais ça permet aussi d'aider les enfants en Afrique, les lémuriens à Madagascar ou les tortues, je ne sais pas trop où. Ça aussi, c'est du faire. D'augmenter sa sphère d'influence finalement. D'augmenter sa sphère d'influence, de faire plus. Sans forcément pervertir ses valeurs. C'est ça qui est intéressant comme message à faire passer, je On crois. n'est absolument pas obligé de transformer ses valeurs parce qu'on a de l'argent. Au contraire, je pense que c'est intéressant de mettre l'argent au service de ses valeurs. Alors, ceux qui me suivent savent qu'avant j'étais prof. Il y a un métier que j'ai fait avant d'être prof, dont je parle pas beaucoup. C'est que j'ai travaillé à la banque et j'avais signé un CDI dans une banque de gestion de patrimoine et j'étais assistant de gestion de patrimoine. Et je suis resté 1 an et je suis fini par partir, par poser ma démission parce qu'il y avait des choses qui me correspondaient pas dans ce monde-là. Ceci étant, j'ai pu observer quelque chose dans ce travail-là et je voudrais voir ton retour par rapport à ça, ton point de vue personnel. C'est que pour moi, j'ai réussi à conclure la chose suivante. L'argent, c'est un amplificateur. Oui. C'est-à-dire que, désolé le mot, mais quand on est un connard, on a plus d'argent, on devient encore plus monsieur avec un grand C. Et quand, Alors, en fait, non, pas tout quand on à est fait. quelqu'un qui a des valeurs humaines fondamentales, moi j'ai eu des clients au téléphone qui s'excusaient de me déranger alors que j'étais à leur service. Enfin, C'est ça. C'était fou. Alors, quand on est un connard, on va rester un connard avec de l'argent. Oui. On va pas être plus connard. Mais on va pouvoir augmenter sa zone Parce d'influence. que, en réalité, voilà, si on est plus connard, ça veut dire que l'argent a un effet, transforme, etc. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est juste un amplificateur. Un amplificateur. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que on est un connard plus visible, J'adore. en fait. Et au lieu d'être connard chez soi, on enquiquine plus de monde, quelque part. Parce que on va avoir un poste stratégique qui fait que il y a plein de gens qui vont être arrosés par notre bêtise, alors qu'avant, il y avait juste notre femme et nos enfants qui supportaient la chose. Voilà. Mais on n'est pas plus. On est juste On plus amplifie visible plus, et d'accord. voilà, avec comme un haut-parleur, en fait. Ok. Alors, est-ce que tu serais ok pour te présenter ta spécialité maintenant Oui, qu'on a fait tout à fait. de revue de l'argent? Alors donc, je suis Nathalie Cariou et j'ai créé un métier qui s'appelle coach en intelligence financière. Pourquoi? Parce que je pense que on apprend plein de choses à l'école. On apprend plein de choses tout au long de la vie. Quand c'est pas l'école, c'est nos parents qui nous apprennent plein de trucs. Mais il y a un truc qu'on n'apprend jamais ou peu et que nos parents savent peu nous apprendre parce qu'eux ils savent pas non plus. C'est l'argent. Moi, j'ai mis 40 ans de ma vie avant de commencer à m'intéresser à ce truc-là. Donc pendant 40 ans, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai découvert une fonction essentielle de l'argent, à savoir dépenser. Voilà. Donc j'ai utilisé cette fonction à fond pendant 40 ans, en disant 20 ans. Il a fallu avant que je grandisse un peu pour pouvoir avoir mon autonomie financière. C'est incroyable ce parallèle parce que moi, je dis exactement la même chose pour les émotions. C'est-à-dire que pendant 40 ans, j'ai géré comme j'ai pu les émotions, puis à 40 ans, je me suis vraiment intéressé à l'intelligence émotionnelle. C'est encore une fois Voilà, un parallèle qui est tout à fait, fantastique. c'est un Je t'en prie, parallèle continue. très intéressant. Et donc voilà, et donc on peut effectivement fonctionner sans rien connaître aux émotions, parce que quelque part c'est quelque chose qu'on utilise quand même quand on n'y connaît rien. Comme pour On peut l'argent. fonctionner sans rien connaître à l'argent. Enfin c'est le même problème d'ailleurs, c'est que parfois on croit que on sait parce que tout le monde est en contact avec l'argent. Il suffit aller à la banque, on ouvre un compte en banque. On a un compte en banque, on a une carte de crédit, on a un chéquier, on a des gens qui nous disent il faut que tu payes, que ce soit le loyer, l'EDF ou bien le marchand de poissons ou de légumes. Dans tous les cas de figure, effectivement, il y a des gens qui nous font utiliser l'argent parce qu'on est obligé d'utiliser. Et on croit qu'on sait. Ouais, c'est vrai. Et en réalité, c'est pas parce qu'on utilise l'argent dans cette fonction de base qui est j'en gagne et j'en dépense que on connaît l'argent. Et donc, moi j'ai fonctionné comme ça très très bien pendant 40 ans, tout en disant que ça ne m'intéressait pas. Donc c'est aussi pour ça que ça a été tardif, parce que pendant 40 ans, j'ai dit non mais je disais pas que je savais, mais je disais que ça ne m'intéressait pas. Et ça c'est vraiment peut-être une particularité de l'argent, c'est qu'effectivement on se dit mais franchement l'argent c'est sale, c'est mal, c'est tout ce qu'on veut. Et donc et puis c'est surtout pas du tout spirituel ou quoi ou qu'est-ce. Et donc puisque c'est pas spirituel, eh ben je m'y intéresse pas. Et pendant 40 ans, j'ai quand même tenu un discours très con qui était non mais moi j'ai des valeurs et puis j'ai de l'éthique et puis je suis spirituel et donc je ne m'intéresse pas à l'argent. C'est incroyable le nombre de parallèles qu'on peut faire. Alors, désolé, cette chaîne, elle n'est pas normalement axée sur l'argent, elle est vraiment axée sur l'intelligence émotionnelle et sur la dépendance affective, mais
Il y a vraiment un trésor là dans les vidéos qui vont suivre sur le parallèle qu'on peut faire au niveau de la conscience de ces énergies que sont l'argent ou l'amour. Parce que ce que tu viens de dire là concernant l'argent, c'est mal, c'est sale, etc. Il y a des gens qui grandissent toute leur vie avec le même concept concernant la sexualité, par exemple. Oui. Qui vont culpabiliser. Et en fait, on s'aperçoit quand on grandit un petit peu sur le plan spirituel que c'est les mêmes lois qui régissent, que ce soit l'argent, l'amour ou tout ce qui est de l'ordre de ce qui doit être fluide normalement et créer du mouvement. Absolument. On va voir dans cette vidéo, on va faire plein de parallèles. Donc, si vous vous trouvez en situation de dépendance affective, ce qui est possible, vous êtes dans une logique quelque part où vous êtes persuadé que vos carences d'enfance vont trouver un sauveur quelque part. Et je crois que le rapport à ça, c'est une position de victime, une position de j'ai subi dans mon enfance et donc je veux obtenir réparation par la suite. Et il y a des gens qui considèrent que l'argent c'est la même chose. Il y a des gens qui considèrent que l'argent va venir réparer ce qu'ils ont mal vécu dans leur enfance, va venir combler leur conscience de pas mériter. Et quand on a une faible estime de soi, étrangement, moi j'ai observé ça parmi mes clients que j'accompagne et que je coach, il y a beaucoup de gens qui ont une estime d'eux-mêmes qui est faible et donc qui se sacrifient dans la relation et qui ont aussi du coup une situation financière qui est problématique ou dramatique parce que leur valeur personnelle perçue, la perception qu'ils ont de leur propre valeur, eh bien, est diminuée au rang de sacrifice pour les autres. Est-ce que tu es d'accord avec ce parallèle Je suis d'accord avec ça et souvent, j'allais dire pour en sortir, et c'est aussi ce que j'aime dans l'argent, c'est que c'est parfois beaucoup plus facile de se sortir des problèmes financiers que de se sortir des problèmes affectifs. Je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Et c'est là aussi, c'est un peu la magie de l'argent, c'est qu'effectivement, je dis l'argent, c'est un outil de développement matériel, spirituel et psychologique ou personnel. En réalité, on peut aussi traiter l'argent en mode matière, et si on le fait en mode matière, 1 + 1 = 2. Il y a l'argent qui rentre, il y a l'argent qui sort, et si on en a plus qui rentre que ce qui sort, on est plutôt dans une situation pas si mauvaise que ça. Dès qu'on commence à amalgamer le psychologique, et effectivement beaucoup de gens vont amalgamer le psychologique derrière, là on commence à créer un certain nombre de problèmes qui pourraient ne pas avoir lieu. Et du coup, c'est toujours très intéressant de revenir avec de l'argent en matière en disant non mais on va juste traiter les problèmes de chiffres et puis de traiter l'affectif à côté, mais pas d'amalgamer les deux. Alors, je suis intéressé par ce que tu viens de dire pour la chose suivante, c'est que je crois que l'amour comme l'argent, ce sont les deux domaines dans lesquels il y a une illusion que si on avait de l'amour et si on avait de l'argent, on serait heureux, déjà, si on avait les deux. Absolument. Et ensuite, un parallèle complet entre le fait que c'est politiquement pas correct de dire qu'on aime ça. Voilà, c'est pas correct de dire qu'on aime l'argent. Aimer l'amour, oui. Et oui, les gens disent qu'ils aiment l'amour, mais en fait, il y a une différence entre l'amour et la dépendance. Et je voudrais revenir aussi sur un troisième parallèle, parce qu'on va revenir sur la notion de... il y a tellement de choses à dire. Tu disais tout à l'heure que c'est comme l'électricité. Ouais. Il y a quelque chose qui est assimilable. Alors, le prof de physique, forcément, il a envie de rebondir là-dessus. Forcément, il y a quelque chose d'extraordinaire, il faut le savoir, et merci EDF, c'est que l'électricité, ça ne se stocke pas. C'est ça. C'est un flux continu. Ça se stocke mal, on va dire. EDF va ajuster l'offre et la demande en permanence. Ils ont des outils de régulation. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas vous baigner derrière des barrages, parce qu'ils peuvent les ouvrir à n'importe quelle heure, que ce soit pour de la maintenance ou pour augmenter la quantité d'électricité qu'ils ont à délivrer. Donc de façon générale, l'énergie se stocke mal. Voilà. Un peu, parce que quand on a des batteries, c'est du stockage, mais c'est vraiment du stockage d'appoint. C'est ça, exactement. Et l'argent, c'est pareil. Et l'amour, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas stocker l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se vit. La relation amoureuse, les émotions, c'est quelque chose qui est fugace et qui passe. Maintenant, quelles sont les émotions qu'on préfère développer? Est-ce que c'est les émotions qui sont agréables? Est-ce que c'est les émotions de partage? Où il va y avoir un flux énergétique avec l'autre, on va être en échange? Ou est-ce que je vais considérer la relation amoureuse comme étant le fruit qui va pouvoir nourrir ma faille narcissique et je vais prendre de l'autre et je vais exiger de l'autre et on va signer un contrat de mariage, tu vas devoir faire ci et faire ça et faire ci parce que c'est marqué dans le contrat et tu me le dois parce qu'on est en couple ensemble. Là, on est dans une logique d'aller prendre chez l'autre ce qui nous manque à nous. Et en général, ça, pour l'argent, ça s'appelle du vol. Et ça marche pas très bien. Alors ça peut être du vol, ça peut être de l'arnaque, de la manipulation. Ou simplement accaparer. Alors des fois, on vole pas, mais au moins on stocke. C'est-à-dire on stocke, on fait des réserves, et il y a plein de gens qui ont énormément de réserves. Et qui pensent que ce qu'ils doivent faire, et d'ailleurs c'est une des choses que j'apprends, une des premières choses que j'apprends effectivement aux personnes, c'est de leur dire mais vous n'avez pas besoin de stocker de l'argent qui est stocké. D'abord petit 1, si on regarde bien, il n'existe pas. Non.
Et il existe tellement peu que j'ai des tonnes de personnes qui meurent avec des contrats d'assurance vie gigantesques. Et en fait, ils s'en sont jamais servis. C'est simplement que ça les a rassurés qu'ils avaient des sous au cas où. Mais le seul au cas où qui tiennent, c'est qu'un jour on va mourir. On ne sait pas quand, mais un jour. Donc, effectivement, c'est pas la peine de stocker. Il faut stocker un minimum, exactement comme l'énergie, pour pouvoir faire le passage, si jamais, entre le jour et la nuit, par exemple. On va être obligé d'avoir un petit tampon. Mais on va pas stocker des millions, on va pas stocker beaucoup d'argent. Et dès qu'on a compris ça, en réalité, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remettre l'argent en circulation. Et l'argent, il est fait pour travailler. Il est fait, c'est pour ça que ça ressemble vraiment à une énergie, c'est que l'argent, il est fait pour travailler, il est fait pour produire de l'argent, il est quelque part fait pour vous servir plutôt que ce soit vous qui passiez votre vie à travailler pour gagner de l'argent. Parce qu'il a toutes les caractéristiques nécessaires pour travailler pour vous. Et donc, ce qui est super génial, c'est effectivement de comprendre qu'il faut garder un petit peu le petit tampon nécessaire, et puis on va ensuite faire travailler le reste. Donc, on est d'accord de beaucoup plus investir, de beaucoup plus prendre de risques, parce qu'en réalité, cet argent, soit il est là pour rapporter, soit il sert à rien. Si j'ai un parallèle à faire avec les relations amoureuses, ce serait le suivant, ce serait de dire, si on est dans une relation pour se garantir le fait d'avoir une relation, on va vouloir stocker, c'est-à-dire qu'on va vouloir posséder la relation, on va être dans une exigence. À exiger le mariage. Voilà, à exiger le mariage, l'engagement, etc. Et on va surtout vouloir contrôler l'autre, c'est-à-dire on va vouloir l'empêcher de vivre ce qu'il a à vivre parce que vu quand il est là, il nous rassure. L'argent c'est pareil, s'il est là et qu'il nous rassure et qu'on le fige, en fait il n'est pas en mouvement, donc c'est anti-vie parce que tout ce qui est vivant est en mouvement. Absolument. Dans la relation amoureuse, c'est exactement la même chose. Si on veut figer la relation pour pouvoir se dire ok je suis rassuré, certes on a un sentiment de sécurité intérieure qui peut augmenter et encore c'est discutable parce qu'on a toujours peur de perdre l'autre. De la même manière qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui ont des millions sur leur compte mais qui ont peur qu'un jour la bourse s'écroule ou qu'ils perdent ce qu'ils ont. C'est-à-dire que la peur de perdre existe dans les deux domaines. Et si on a envie de figer la relation pour se garantir le fait de compter pour quelqu'un et d'avoir de la valeur aux yeux de quelqu'un, c'est comme si on gardait l'argent. C'est exactement quelqu'un qui surveillait son mari pour être sûr qu'il n'allait pas la tromper. Et résultat des courses, il l'a trompé. Ils sont quittés en tout cas. Oui, ils sont quittés. Bon, bref, en tout cas, la relation n'est pas épanouissante. Alors que si on est dans une logique d'acceptation de l'énergie, qu'on est en couple, on est en relation, on a le minimum garanti, comme tu le disais, on a le minimum pour garantir la sécurité, c'est-à-dire que on sait qu'on est important aux yeux de l'autre. En suffisance. On sait qu'on est le partenaire, j'ai envie de dire, privilégié de l'autre. Oui. Mais qu'on laisse l'autre vivre ce qu'il a envie de vivre. C'est-à-dire que s'il a envie d'aller, 3 semaines faire un trek à l'autre bout du monde, il va faire son trek. S'il a envie, même supposons que ce soit un séducteur ou une séductrice et qu'il va dans les soirées mondaines pour séduire, mais pas forcément pour aller au-delà, pourquoi pas si c'est ce qui lui fait du bien. Il n'y a pas de danger, en fait, dès l'instant où on a le minimum. Et le minimum est basé essentiellement sur la communication et sur le fait de créer un cadre qui fasse qu'on dit c'est ok, ça me convient et ça me convient pas. Absolument. Alors, il n'y a pas de règle, c'est pas comme pour l'argent. Le cadre, on le met où on veut. Il n'y a pas de loi qui exige que les choses se passent comme ceci ou comme cela. Dans les relations amoureuses, il y a moins de règles, on va dire, de tiers référents communs. C'est un petit peu, chaque couple a son propre modèle de fonctionnement. Ceci étant, si on est dans une logique de peur de perdre, je peux vous assurer qu'en général, ce qui se passe, c'est la perte réelle. Et pour l'argent, je pense que c'est pareil. Alors l'argent, c'est pareil. Ce qui est vraiment intéressant, il faut prendre l'argent comme un symptôme. Donc, généralement, on a dit que c'est un amplificateur, ça peut être aussi un révélateur. C'est juste qu'effectivement, quand on a cette peur de perdre, généralement, on va aussi la projeter sur l'argent. Donc, on va avoir ce comportement de vouloir vérifier, contrôler, de mettre de l'argent quelque part de côté, mais d'aller ouvrir son compte tous les jours pour vérifier qu'il n'a pas bougé. Donc, généralement, il se passe que l'argent, effectivement, vous l'avez mis sur un compte. Et comme vous avez peur de perdre, vous l'avez pas mis dans un support qui va justement travailler. Pourquoi ? Parce que qui dit travailler dit qu'il va y avoir un peu plus de risques. Donc on va le mettre en France, le fameux livret A ou quelque chose comme ça. Donc là, typiquement, le livret A, c'est un truc pour les gens qui ont peur de perdre. Donc on se dit, ok, j'ai tellement peur de perdre de l'argent que je vais le mettre dans un endroit où il me rapporte un poil, mais quand même pas beaucoup, mais au moins je suis sûr qu'il est là. Il est là, il est à disposition, entre guillemets, personne ne va me le piquer. À part que, il y a quand même un truc, et c'est pour ça que c'est très amusant parce que l'argent matérialise les choses, il y a un truc qui s'appelle l'inflation. Et qu'en fait, si vous laissez l'argent sur un livret A ou sur un compte normal où il n'y a pas de risque, en vous disant au moins je suis sûr qu'il est là, en réalité vous en perdez tous les jours un petit peu sans vous en rendre compte. Exact. Dès qu'on fige l'argent, c'est pareil pour la vous relation. commencez à perdre quelque chose. C'est pareil pour la relation. Dès l'instant où on sait qu'on a notre conjoint, qu'on est rassuré, on sait qu'il est là, mais qu'on n'entretient pas la relation, qu'on ne crée pas une dynamique d'échange,
eh ben on est. À bout d'un moment, la relation, elle perd, quoi. Elle perd. Ouais. Et puis l'autre finit par s'en aller. Exactement. D'une manière ou d'une autre. C'est exactement ça. C'est incroyable ce parallèle qu'il peut y avoir. Alors, un autre parallèle dans ce que tu viens de dire que je trouve vraiment fantastique, c'est la petite distinction qu'il y a entre la prise de risque et la gestion de l'incertitude. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Prendre un risque, ça peut être par exemple aller au casino et jouer tout son argent. Ça, c'est prendre un risque. On prend un gros risque, on joue gros. Et parfois, les gens ont cette même peur quand ils vont rencontrer quelqu'un pour qui ils sentent une attirance. Ils ont peur d'être soit acceptés totalement, soit rejetés totalement. C'est un petit peu le coup de poker, quoi, vraiment le coup double. Et là, il y a une sensation de prise de risque. Et la prise de risque fait peur. Et c'est vrai, et c'est normal, parce qu'on met un enjeu phénoménal. Il y a une différence entre prendre un risque et gérer son incertitude. Si je rencontre une femme qui me plaît et que j'ose aller lui dire, j'ai l'incertitude comme quoi je vais avoir la réciproque, c'est-à-dire que ça va se produire ou pas se produire. Mais quoi qu'il en soit, je vais pas risquer mon existence. Et je pense que pour l'argent, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a une gestion de l'incertitude sans forcément prendre un risque démesuré et mettre un enjeu, c'est-à-dire faire all-in, comme on dit au poker. En réalité, notre cerveau est fait de telle manière qu'effectivement, lorsqu'on est dans l'inconnu, on pense qu'il y a un risque. Mmh. Et j'ai un client un jour qui m'a dit ça, qui tout d'un coup a réalisé, parce qu'il était en train de dire, oui, mais je vais peut-être perdre de l'argent. Ok. Bon, et donc il va se passer quoi? On a tiré un petit peu la ficelle, et au bout d'un moment, il a fini par se rendre compte que, effectivement, il pouvait perdre de l'argent, mais qu'il ne risquait pas la vie. Mmh. C'est dans tous les cas de figure, il n'allait pas mourir. Mmh. Le jour où il a découvert ça, et ça a été une grande révélation. Et c'est vraiment ça qu'il faut toucher du doigt, effectivement, avec l'argent. Donc déjà, dès qu'on va dans un terrain miné, dans un terrain inconnu, même pas miné d'ailleurs, tout normal mais inconnu, on a cette peur du risque et on a quelque part cette peur de mourir à l'intérieur. Mmh. Donc ça, c'est savoir qu'effectivement, il y a une vraie différence entre le risque réel et la perception du risque qui est juste liée à la nouveauté. Ça, il faut le connaître. Et le plus grand antidote, c'est à peu près la même chose d'ailleurs que de ce que tu racontais, c'est que le plus grand antidote par rapport à ce risque, c'est la connaissance concernant l'argent. C'est-à-dire que plus on est dans la connaissance du fonctionnement de l'argent, de comment ça marche, etc., plus on va être capable d'affronter effectivement l'incertitude. Et c'est pas du... Alors, ça reste du risque dans le sens où le risque, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on gagne. C'est d'ailleurs, moi, la définition que je donne de l'investissement. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'investir. C'est que, en réalité, investir, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont du mal, effectivement, avec l'argent. C'est que, investir, c'est quoi? C'est mettre une ressource sur la table. Tu vas me dire que c'est exactement la même chose au niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est je mets une ressource sur la table. Cette ressource, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être mon cœur, mes émotions. Et je ne sais pas si je vais gagner. C'est-à-dire que je saute dans le vide. Et je ne sais pas si je vais avoir un retour. Mais tant que je n'ai pas mis la ressource sur la table, je ne peux pas avoir de retour. Et donc, si je veux avoir un retour, je suis juste obligé, y compris émotionnellement, de mettre mes tripes sur la table, je suppose. Tu vas être d'accord avec moi. Et donc, effectivement, il va falloir que je mette les tripes sur la table pour avoir un retour, de la même façon qu'il va falloir que je mette de l'argent ou du temps sur la table pour avoir un retour, sans aucune certitude que ça fonctionne. Si je reformule ce que tu viens de dire, en d'autres termes, c'est si on n'essaye pas, on est sûr de ne pas y arriver. Si on essaye, on n'est pas sûr d'y arriver, mais c'est là où on a le plus de chances que ça fonctionne. C'est ça. En gros. On va dire ça comme ça. En d'autres termes, c'est ça. Et la question, c'est comment faire pour fixer le curseur, cette petite limite entre prendre un risque inconsidéré ou alors prendre un risque, c'est-à-dire gérer l'incertitude grâce à la connaissance. Finalement, c'est ce que tu viens de dire. Vous savez quoi? Pour en savoir plus, ce que je vous propose, c'est de regarder la suite dans la prochaine vidéo. Et parce que sinon, on va parler pendant des heures, ça va être un format complètement indigeste. Mais pour pouvoir vraiment savoir comment placer ce curseur entre la gestion de l'incertitude et la prise de risque inconsidéré, c'est pas évident. Que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau affectif, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est difficile parce que ce que tu décris du livret A qui est là pour sécuriser, etc., le nombre de couples qui restent ensemble par sécurité, par habitude, alors qu'ils sont pas heureux, alors qu'ils n'arrivent pas à créer de la dynamique dans leur couple, alors qu'ils n'arrivent pas à accepter ce flux du mouvement de l'autre ou de son mouvement à soi ou même l'échange des émotions et l'incertitude et l'insécurité qui existent dans la plupart des couples, c'est sûr que c'est assez terrible. De la même manière que quand on est en couple, finalement, vu que c'est une entité virtuelle qui n'existe pas plus que ça, le couple, il est fait de ce qu'on met dedans. Si on met son insécurité dans le couple, en espérant récupérer de la sécurité en échange, en général, ça marche pas. On récupère ce qu'on a misé. C'est exact.
Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite pour ce parallèle que je trouve vraiment fantastique. Merci Nathalie. Je t'en prie. À très vite.